Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la 5e rencontre du vendredi qui s'inscrit dans les débats de la Grande Mosquée de Paris. Notre épisode d'aujourd'hui est très exceptionnel, comme je l'ai annoncé vendredi dernier à la fin de notre rencontre. Depuis son arrivée à la tête de l'institution, il ne s'est pas arrêté. Quelques jours après son élection, il installe le Conseil supérieur des sciences et de la culture. Juste après son élection, il nous invite à consulter avec lui un manifeste de prévention de la radicalisation qu'il a rédigé pendant son séjour à Alger. Le 21 février 2020, 2 jours après le discours du président de la République qui a déclaré la fin progressive du détachement des imams détachés de Mulhouse, il réagit très rapidement et installe une commission pédagogique et déclare lors de cette réunion: je veux qu'on forme un imam opérationnel. Même pendant la période de cette pandémie, la Covid-19, il continue à travailler en distanciel avec son personnel, son directeur général et ses imams en plein confinement. Et là, je rappelle que son institution était la première institution qui a fermé ses portes le 13 mars 2020 et s'est confinée pour préserver la vie des Français musulmans et toute personne qui visite cet endroit. Mais les activités ne se sont jamais arrêtées jusqu'à présent. Après le lancement des mercredis du savoir, les vendredis des sciences, le séminaire des imams, la nouvelle formation des imams, les bâtisseurs des mosquées de France et d'autres activités et initiatives qui sont en cours ou qui vont être réalisées dans les jours ou les mois à venir. Maître Shamsuddin Hafiz est toujours très dynamique, accro aux réseaux sociaux. Il fait très attention et donne une grande considération à l'audiovisuel. La preuve qu'on est ce soir avec lui en première, pour la première fois, dans une longue discussion sur toutes ces activités que je viens de citer. Avant de commencer de présenter notre recteur, Maître Shamsuddin Hafiz, je vous invite à regarder avec nous cet extrait et revenir à notre discussion. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à tous. À l'occasion de mon élection ce samedi 11 janvier 2020, en ma qualité de recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai souhaité vous convier afin de m'adresser à travers vous à tous les Français. Merci mon cher recteur, et sachez que c'est avec joie que je vois monsieur le nouveau recteur, Shamsuddin, être le successeur et l'avenir de la mosquée de Paris. Avec joie. Merci. Je vous le garantis, c'est par bonne foi et par véritablement désir, simplement. Écoutez, j'arrive à 80 ans, mais c'est normal, et merci. Dans le cadre des relations traditionnelles qui existent entre l'Algérie et la Grande Mosquée de Paris, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, m'a invité à lui rendre visite ici au Palais d'El Mouradia. Il m'a tout d'abord félicité pour mon élection comme recteur de la Grande Mosquée de Paris et il m'a exprimé des souhaits pour ma mission et pour que je réussisse dans cette noble institution. Et ma préoccupation majeure, c'est que vous, les imams, vous devez impérativement être nos représentants. Je suis le recteur de la mosquée de Paris, mais sans vous mes frères, sans vous mes sœurs, la mosquée de Paris n'a pas de parole. Votre parole, elle est capitale. Votre parole dans toutes les mosquées dans lesquelles vous officiez est important.
que ce soit dars, que ce soit le khutbah, que ce soit dans votre comportement quotidien, n'oubliez jamais que vous êtes nos représentants. Cette volonté donc de faire de cette institution un islam éclairé, propice au dialogue, c'est la volonté et l'héritage d'abord de mes prédécesseurs, et il appartient à chacun d'entre vous, dont je remercie la présence ici ce soir, de la consolider, de la porter avec moi au plus haut. Il est question de défendre les intérêts moraux de notre communauté et de ne laisser personne, je dis bien personne, bafouer ses droits. Donc dans ce que j'ai appelé le manifeste de l'imam de la grande mosquée, c'est-à-dire vous, il y a 3 fascicules qui seront ce manifeste, qui constitueront ce manifeste. Le premier fascicule que vous avez aujourd'hui entre les mains, c'est les 20 recommandations en matière de prévention de la radicalisation. Mais je compte finaliser 2 autres fascicules. L'un pour que nous, en tant que musulmans, nous puissions défendre notre religion et les fondements de notre religion et de dénoncer les dévoiements aujourd'hui que nous constatons à travers l'implication d'un certain nombre de groupes terroristes qui utilisent notre religion pour légitimer des actions violentes. Et ça, c'est inadmissible et nous devons, nous, aujourd'hui, et moi je ne peux le faire qu'à travers vous, parce que c'est vous qui connaissez le Coran et qui connaissez l'histoire de notre religion et l'histoire de la religion musulmane qui est salam, qui est la paix. Et je compte sur vous pour que nous fassions ensemble ce travail. Moi, je porterai ce travail jusqu'à la fin de ma vie pour montrer que l'islam n'est pas la religion qu'on essaye aujourd'hui en Occident de montrer. Ça, c'est le 2e fascicule. Mais lorsque nous disons cela, ce n'est pas suffisant. Parce qu'il y a un élément important que nous devons également prendre en considération. J'ai dit, et je l'ai démontré depuis les 6 mois où je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, je ne laisserai jamais un membre de ma communauté ou ma communauté être pointé du doigt, être critiqué, être vilipendé par des aventuriers qui veulent aujourd'hui montrer que l'islam n'est pas compatible avec les règles de la société française. Et à ce titre-là, mon 3e fascicule sera la discrimination. Aujourd'hui, il faut dénoncer la discrimination de notre communauté. Cette idée d'union, cette idée de solidarité, de rapprochement des uns et des autres, pour que nous puissions travailler ensemble pour le bien de notre communauté et pour le bien de notre noble religion. Mais moi, ce que je veux surtout, que vous puissiez, vous exprimer sur des questions que la société française, aujourd'hui, se pose. Et si vous ne donnez pas les réponses, si vous ne faites pas ce travail de pédagogie, qui va le faire ? Il y a aujourd'hui pour nous un devoir d'humanisme à accomplir. N'est-ce pas que l'émir Abdelkader, que vous chérissez beaucoup, Monseigneur, en résidence à Damas, s'est fait le défenseur des chrétiens d'Orient? N'est-ce pas que dans l'Algérie coloniale, l'archevêque Duval, un de vos prédécesseurs, sinon votre prédécesseur direct, si proche de la communauté musulmane, si préoccupé par leur sort, se vit attribuer le prénom du prophète Mohammed par ses amis algériens. On l'appelait Mohamed Duval. J'aurais espéré qu'il y ait des questions, notamment des étudiants, parce que c'est la première fois que nous allons entamer ce nouveau programme. Ce programme donc, qui vous est proposé en 3 années. Et ce programme qui s'adapte à la réalité de ce qu'est l'islam en France. Et pour que l'Institut Al-Razali soit véritablement à la pointe du développement de la formation des imams, dans le cadre de la célébration de la journée de l'immigration, qui a été fixée de manière symbolique au 17 octobre, j'ai souhaité que cette cérémonie puisse se tenir le 17 octobre dernier. Hélas,
en raison du confinement, des règles sanitaires et des risques que cela induit pour les personnes que je voulais célébrer. Compte tenu de leur âge, compte tenu de la vulnérabilité de tout un chacun, j'ai préféré m'abstenir et enfin, aujourd'hui, tenir cette cérémonie. Aujourd'hui, j'ai voulu, avec l'ensemble des personnels de la Grande Mosquée de Paris, mettre à l'honneur ce qu'il y a de meilleur dans la communauté musulmane. J'ai voulu leur rendre hommage, nos anciens. Je parle de ces personnes humbles, dignes, silencieuses qu'on ne voit jamais, dont les médias ne parlent jamais. J'ai tenu à rendre hommage à celles et ceux qui participent à l'entretien des mosquées et des lieux de culte musulmans. J'ai voulu créer un événement qui sera organisé désormais, chaque année, pour mettre la lumière sur ces braves gens, comme on dit communément, qui en silence, dans la discrétion, permettent aux musulmans de vivre leur foi. Il n'y a aucun tabou ici, à la Grande Mosquée de Paris. Lorsqu'on parle de manière académique, lorsqu'on parle... C'est vous qui connaissez ces sujets. Il faut qu'on parle de la réalité. Parce que je voudrais montrer que les imams de la Grande Mosquée de Paris, sur des questions pareilles, vont donner, eux, leur version. Revenons à notre discussion. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamseddine Hafiz, pour discuter avec lui sur le bilan d'une année depuis son élection à la tête de cette institution. J'attire votre attention que le directeur général, qui devrait être avec nous en ce moment, présente ses excuses suite à un empêchement majeur et nous a promis d'être avec nous prochainement. Monsieur le recteur, bonsoir et bienvenue à la rencontre du vendredi. Bonsoir à vous tous. Bonsoir notamment à ceux qui organisent depuis quelques semaines cette rencontre du vendredi de la Grande Mosquée de Paris. Grâce à vous, la parole de la Grande Mosquée de Paris est beaucoup plus audible et je tiens à vous féliciter et à vous remercier pour le travail que vous avez effectué. Merci à vous, monsieur le recteur. Monsieur le recteur, vous êtes avocat de formation, mais aussi membre du CFCM depuis plusieurs années et vous étiez même vice-président de ce conseil. Ma première question porte sur les liens qui vous attachent à la Grande Mosquée de Paris. Avant d'être recteur, que présente pour vous cette institution religieuse ? La Grande Mosquée de Paris, c'est un lieu que je fréquente effectivement depuis maintenant une vingtaine d'années. J'ai été l'avocat et le conseil d'Ali Boubaker, mon prédécesseur, qui au moment de la consultation qui avait été lancée par M. Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur à l'époque, qui souhaitait organiser l'instance représentative du culte musulman. Et c'est à ce titre-là que j'ai accompagné Dali Boubaker dans ce travail d'organisation qui a donné lieu à la création du Conseil français du culte musulman en mai 2003. Et depuis, j'ai accompagné durant toute cette période le recteur Dali Boubaker qui était le premier président du Conseil français du culte musulman. Et mon attachement à la Grande Mosquée de Paris est un attachement affectif, naturel, parce que je considère que c'est une institution extrêmement symbolique, à la fois pour son histoire. Il ne faut pas oublier que la Mosquée de Paris a été créée à la suite de la Première Guerre mondiale, qui a vu de nombreux soldats musulmans morts au champ d'honneur, qui ont donné leur sang, qui ont fait le sacrifice suprême pour permettre à la France de sortir de cette Première Guerre mondiale. Et à ce titre-là, les autorités de l'époque ont décidé de construire une mosquée en plein Paris, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier latin, à côté du Jardin des Plantes, donc dans un lieu magique où l'intellect est de mise, à côté du boulevard Saint-Germain, des grandes librairies,
et pas loin de Notre-Dame de Paris. Et à ce titre-là, cette affection sur le plan historique, pour moi, est importante. Le deuxième lien est lié également à cette histoire de la mosquée de Paris qui a vécu des moments importants pendant toute cette période où il y a eu des recteurs qui sont succédés, notamment Qadoul Ben Rabrit, son neveu, Cheikh Hamza Boubacar, qui, jusqu'en 1962, a également tenu en main de maître cette mosquée, puisque je vous rappelle que Hamza Boubacar a été d'abord le rédacteur d'un traité de théologie et a traduit le Coran de l'arabe au français. Hamza Boubacar avait toutes les qualités pour le faire, puisqu'il était à la fois professeur agrégé en lettres et théologien. Et il a tenu véritablement cette institution, lui a donné toutes les possibilités pour devenir une mosquée avant-gardiste, qui était une mosquée, une des rares mosquées de France à l'époque, puisqu'il n'y avait pas autant de lieux de culte musulmans. Et puis par la suite, il a cédé son poste de recteur à Cheikh Abbas qui venait d'Alger, qui avait également un autre parcours d'imam, qui avait exercé en Algérie, avait été membre de l'association des ulama. Et à ce titre-là, Cheikh Abbas a donné une vigueur religieuse à la mosquée de Paris de par ses connaissances. Il a construit des liens entre l'Algérie et la France, et notamment en aidant de nombreux Algériens à retourner en Algérie suite aux malheureux événements qu'il y a eu. Puis malheureusement, Cheikh Abbas est décédé accidentellement, est venu après lui Cheikh Tidjani Haddam, qui était un médecin de formation, cardiologue, je crois, également ambassadeur d'Algérie en Arabie Saoudite. Et enfin, il y a eu le docteur Dalil Boubacar qui a pris ses fonctions en 1992, avec une époque extrêmement difficile où on a commencé à ce moment-là à essayer d'organiser l'islam de France, puisqu'il y a eu les premières tentatives de ce qu'on appelle le CORIF, et plusieurs actions ont été menées, mais malheureusement qui n'ont pas abouti. Donc ce lien est important pour moi, puisqu'il reflète toute une histoire entre l'islam et la République, entre les musulmans et la société française, et la Grande Mosquée de Paris a toujours été au rendez-vous de l'histoire pour faire avancer les choses, pour montrer qu'il y avait une compatibilité totale entre l'islam et la République. Il ne faut pas oublier que tous les recteurs qui se sont succédés ont toujours exprimé la voie du juste milieu, la voie de la fraternité, la voie de la tolérance et de la solidarité entre les musulmans et le reste de la société française. Il ne faut surtout pas oublier que dans le cadre du dialogue interreligieux, déjà en 1967, le recteur Hamza Boubacar avait créé la première association qui s'appelait la Fraternité d'Abraham, où il y avait un rabbin, il y avait un catholique, il y avait lui en tant que musulman, qui ont créé l'association de la Fraternité d'Abraham, qui jusqu'à ce jour existe et active énormément. Donc cela montre que la mosquée de Paris a toujours été une institution religieuse, mais en même temps extrêmement moderne. Et c'est ce que j'essaie aujourd'hui, depuis que j'occupe mes fonctions de recteur, d'allier à la fois modernité et islam. Monsieur le recteur, quel est votre rôle dans cette institution et surtout avec les imams? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je sais que vous donnez une grande considération aux imams et vous dites aux imams que vous êtes la voix de notre institution. Absolument. Bon, depuis que je suis arrivé, vous avez, au début, durant votre introduction, vous avez parlé du Conseil supérieur des sciences et de la culture. Moi, en arrivant à la mosquée de Paris, j'ai considéré qu'il y avait trois pôles très importants qui constituent la surface de la Grande Mosquée de Paris. Et le pôle premier,
c'est le pôle religieux. Et pour moi, effectivement, dès mon arrivée, j'ai réuni, donc pour vos téléspectateurs, je dois dire que nous avons, grâce à l'Algérie, 120 imams qui sont détachés par l'État algérien pour une durée de 4 années. Nous avons d'autres imams qui ont été recrutés localement, une quarantaine, donc ça fait 160 imams. Et j'ai trouvé important pour moi de tisser des liens avec le corps des imams. Parce que j'estime que ces imams sont une chance pour la France. Sont une chance parce que la particularité de ces imams, c'est qu'ils ont une double formation. Je m'explique. Ces imams qui ont vécu en Algérie, qui ont grandi en Algérie, dès leur plus jeune âge, ils avaient déjà, à l'occasion de fréquentation de madrasa, de fréquentation de confréries religieuses, des zaouïas comme on dit, ils ont appris le Coran. C'est-à-dire qu'à partir de l'âge de 12 ou 13 ans, ces imams avaient appris l'intégralité du Coran et lorsqu'ils sont arrivés à obtenir leur baccalauréat, ils se sont inscrits dans des universités islamiques pour obtenir des diplômes de ces universités islamiques. Et à ce titre-là, ils avaient donc une double formation, une formation empirique, une formation, je dirais, de terrain, d'Azaouia. Donc, ils connaissent comment ça se passe dans les mosquées. Ils ont cette pratique de la vie avec les fidèles. Et de l'autre côté, ils ont une formation académique. Donc, lorsque j'ai fait ma première réunion, j'ai effectivement dit à ces imams que nous allions travailler ensemble pour écrire un premier document qui a été le fascicule sur les 20 recommandations pour la prévention de la radicalisation. Et c'est un travail dont je suis vraiment très fier parce qu'il a permis à des imams, avec moi, autour de moi, d'écrire un document qui permet aujourd'hui de déconstruire un certain nombre de fausses informations sur l'islam pour montrer que l'islam, dans sa grandeur, permet d'exercer la foi sans avoir de difficultés lorsqu'on vit dans une société dans laquelle l'islam n'est pas en majorité. Et puis, nous avons fait plusieurs séminaires sur des sujets extrêmement sensibles et nous avons convenu, les imams et moi, qu'il n'y avait pas de sujet tabou, qu'il fallait parler de tous les sujets de société qui, aujourd'hui, se posent aux fidèles, d'abord, aux musulmans, qui viennent demander, s'enquérir de situations, interroger les imams sur des problèmes qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours, mais en même temps, ces imams doivent s'adresser aux non-musulmans, parce qu'il y a une méconnaissance totale de la religion musulmane en France. Et je trouve que les imams ont relevé le défi. Moi, ce qui m'a véritablement rendu admiratif de ces imams, c'est qu'ils ont relevé le défi. Alors, je ne dirais pas que ces imams sont l'excellence, parce qu'il y a aujourd'hui un obstacle qui est la langue française, mais les efforts qu'ils ont consentis, qu'ils ont déployés pour pouvoir relever le défi que je leur avais lancé, aujourd'hui, je m'aperçois qu'en l'espace d'une année, certains imams se sont nettement améliorés et il y a, malgré les critiques, moi j'entends certaines personnes qui disent que les imams de la mosquée de Paris sont des conservateurs, sont traditionnels, qu'ils ne connaissent pas réellement ce que vit la société française. Ben, écoutez, je suis désolé, mais les imams ont montré leur capacité d'adaptation. Et je vois que aujourd'hui, même sur des sujets extrêmement sensibles, les imams se sont donné le mot pour travailler de manière extrêmement consciencieuse et ont produit des documents de très grande qualité. Et donc, ça c'est sur le bilan. Vous savez, vous disiez tout à l'heure que je suis un homme d'action, c'est vrai. Je ne veux pas regarder derrière moi, mais je veux regarder devant moi. Et je dis que cette année, nous allons vivre pour la Mosquée de Paris l'année de l'édition, l'année de la production intellectuelle. Et
il y a déjà plusieurs projets de publication de livres didactiques qui vont permettre aux jeunes, aux enfants, aux moins jeunes, de mieux comprendre et de mieux appréhender la religion musulmane. Et ça, je ne peux pas le faire tout seul, je dois le faire avec les imams de la Grande Mosquée de Paris, et je tiens à cette occasion aujourd'hui de leur rendre hommage pour le travail, malgré les difficultés, parce que vous disiez tout à l'heure, M. Tolbia, que la Mosquée de Paris a été la première institution religieuse à fermer ses portes en raison de la pandémie. Malgré cela, les imams sont restés très mobilisés. Nous avons établi ensemble une permanence téléphonique qui fonctionnait H24. Des imams qui se relayaient avec un dévouement réel en direction de la communauté musulmane. Parce que il faut aujourd'hui revenir, je dirais, à la situation de l'époque. On a vécu, on ne savait pas ce que c'était vraiment ce mal, quels étaient ses effets, ses conséquences, qu'est-ce qui allait advenir de nous. Est-ce que nous allions tous mourir? On avait véritablement à la fois une appréhension, une peur réelle, et donc notre façon de nous comporter montrait que nous étions dans l'expectative et nous avions vraiment cette angoisse du lendemain. Les imams ont relevé le défi, ont toujours été présents, que ce soit au début des premiers décès, malheureusement, des personnes qui sont décédées de la Covid-19. Il y avait eu un protocole sanitaire qui interdisait la toilette rituelle et les imams ont expliqué. Ils ont fait œuvre de pédagogie vis-à-vis de la communauté qui est quand même exceptionnelle. Et à ce titre-là, aujourd'hui, les imams vont s'arroger cette prérogative d'aller vers les jeunes, d'aller vers les moins jeunes et de leur expliquer à travers des livres, à travers une production littéraire, pour expliquer ce qu'est notre religion musulmane. Donc vous voyez que le pôle religieux est important et j'espère que d'ici, en tout cas au cours de l'année 2021, je compte mettre en place un système de porte-parole d'imams qui seront la voix religieuse de la Grande Mosquée de Paris, et ce seront ces imams-là, ce pool d'imams qui s'exprimera au nom de la Grande Mosquée de Paris sur le plan religieux. Monsieur le recteur, je sais que ce que vous avez fait en une année est tellement énorme. Donc, je ne vais pas vous poser à chaque fois des questions sur chaque réalisation ou activité une par une pour respecter le temps de la rencontre. Mais en même temps, je voulais savoir avec mes internautes quelles sont les activités majeures ou disons les grandes réalisations que vous pouvez dénombrer et j'attire votre attention et celle des internautes qu'on va essayer de les faire passer en vidéo en même temps que vous parlez en synchronisation pour gagner du temps. Oui, monsieur le recteur, je vous écoute. Alors écoutez, moi, l'action que j'ai menée et dont je tire une fierté importante, c'est d'avoir créé ce prix qui est les bâtisseurs des mosquées de France. Je trouve que les personnes âgées qui étaient là au début de l'immigration algérienne notamment, ont décidé à un moment ou à un autre de construire des mosquées peut-être modestes, mais des lieux de culte qui permettaient aux musulmans à l'époque d'aller exercer leur rite dans de bonnes conditions, pouvoir faire la prière dans une mosquée avec un imam. Et je trouve que ces personnes méritaient à un moment donné que on puisse les remercier, célébrer le travail qu'ils ont réalisé pour notre communauté, mais en même temps pour toute la société française. Ils sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France. Ils ont construit les premières mosquées. Nous avons aujourd'hui 2600 lieux de culte en France et je voulais rendre hommage aux premiers bâtisseurs des mosquées de France. Et donc, nous avions, avec le directeur général, nous avions fixé la date du 17 octobre, qui est une date historique, la date de l'immigration, comme date anniversaire qui allait permettre de remettre des médailles à ces bâtisseurs chaque année
c'est aujourd'hui un bien, comment dire, une reconnaissance que nous devons absolument célébrer chaque année. Malheureusement, compte tenu des règles de confinement, nous avons été contraints de changer de date, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, lorsque j'ai procédé à cette cérémonie en remettant une vingtaine ou une trentaine de médailles, j'aimerais simplement parler d'un homme qui aujourd'hui est âgé de 92 ans. Et lorsque je lui ai remis cette médaille, il a eu des larmes. Il a eu des larmes parce que aujourd'hui, il est recteur de la mosquée d'Argenteuil, de 2 mosquées d'Argenteuil, c'est Cheikh Hajbouch. Je peux vous dire que aujourd'hui, si je devais quitter la mosquée de Paris, ça serait ma plus belle réalisation. C'est d'avoir vu sourire, d'avoir vu pleurer de bonheur, de joie et en même temps de reconnaissance, parce que aujourd'hui, du fait de la laïcité, du fait que la séparation de l'État et de l'Église ne permet pas au pouvoir public de rendre hommage, j'ai considéré en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris que je devais le faire. Et je me déplace dans quelques jours à l'intérieur du pays et je vais également remettre des médailles à des bâtisseurs. Ces bâtisseurs, il faut aujourd'hui reconnaître le travail qu'ils ont fait, maintenant qu'ils sont vivants. C'est pour leur famille, pour eux, c'est une véritable reconnaissance parce qu'ils ont réalisé dans des conditions extrêmement difficiles des mosquées et pour cela, nous devons, nous à la Grande Mosquée de Paris, leur rendre hommage et leur dire tout le respect que nous avons pour eux. Ça, franchement, c'est l'œuvre pour moi la plus importante. La deuxième, très brièvement, c'est les actions caritatives. Parce que je m'aperçois aujourd'hui que la communauté musulmane est extrêmement fragile. Et elle a été encore plus fragilisée avec aujourd'hui cette pandémie. Donc, ceux qui ne peuvent pas travailler, les personnes d'un certain âge qui ont des difficultés d'accès à Internet, il faut aujourd'hui se pencher vers eux. Il faut créer cette solidarité. Et je dois dire que pendant toute la période du Ramadan, franchement, je suis extrêmement fier d'être musulman et d'appartenir à cette communauté parce que toute la communauté musulmane a été exemplaire par son dévouement, par sa solidarité envers les plus fragiles, pas uniquement musulmans. Toutes les personnes fragiles qui vivent en France ont été à un moment ou à un autre visitées par des associations musulmanes. Et ça également, c'est quelque chose qui est important, qu'il faut encore plus organiser. Et j'espère que durant l'année 2021, je vais me consacrer à organiser le caritatif de la Grande Mosquée de Paris. Revenons au sujet des imams qui occupent une grande place dans votre institution. Y a-t-il des formations ou des cours intensifs que vous offrez à l'imam pour se développer et connaître facilement les spécificités de la société française aujourd'hui? Alors, vous n'êtes pas sans ignorer que la Grande Mosquée de Paris dispose d'un institut de formation qui s'appelle l'Institut Al-Razali, qui a été créé en 1994 et qui avait pour objet de former des imams et des aumôniers et du personnel religieux de manière générale. Donc moi, quand je suis arrivé, j'ai examiné, j'ai fait un diagnostic de ce qu'est aujourd'hui cet institut et compte tenu de l'urgence dans laquelle nous sommes, puisque le président Macron, vous l'aviez dit tout à l'heure, a décidé à travers son discours de Mulhouse de mettre un terme aux imams détachés à partir de 2024. Donc j'ai réuni les imams et la direction de l'Institut Al-Razali en leur demandant de se pencher sur un programme actuel, sur un programme qui tient compte des spécificités de l'islam dans la société française. Et nous avons organisé un programme dont la durée aujourd'hui de formation de l'imam est de 3 années. À ce titre-là, j'avais bien insisté auprès des personnes, des imams qui se sont penchés sur la question, qu'il ne fallait pas réduire la durée et de faire qu'un imam demain, français, qui est formé en France, à l'Institut Al-Razali, ne soit pas aussi performant qu'un imam venant du Maghreb, venant d'Égypte ou d'ailleurs. Donc, il y a la qualité de la formation qui est absolue et en même temps de permettre à tous ceux
qui s'intéressent à être imam peuvent participer. J'ai donc organisé ce cursus qui a démarré le 5 octobre dernier et donc qui est d'une durée de 3 années. Nous avons en même temps créé des annexes. Nous avons créé une annexe à Lille, une annexe au Mureau et la dernière en date qui est à Marseille, qui a été organisée avec nos frères de la FAYACA, qui est la Fédération africaine des musulmans, qui ont une mosquée Bilal à Marseille et avec qui nous venons d'ouvrir une annexe qui devrait démarrer dès le 1er février. Et à ce titre-là, si vous voulez, il y a de plus en plus d'étudiants qui se sont inscrits à cette formation. Alors, pour être honnête avec vous, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé au stade optimum parce que malheureusement, aujourd'hui, nous sommes dans la séparation des États et de l'Église, donc nous n'avons pas d'aide, c'est une association privée, l'Institut Al-Razali, donc on ne peut pas accorder de bourse pour le moment, on ne peut pas donner de statut d'étudiant à ceux qui se sont inscrits, mais j'ai examiné la problématique avec le Bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur et nous allons faire en sorte que tous ceux qui sont inscrits dans le cursus de l'Institut Al-Razali puissent s'inscrire à l'université pour faire ce qu'on appelle des diplômes universitaires, des DU, ce qui leur donne le statut d'étudiant pour pouvoir bénéficier de ce statut, c'est-à-dire d'aller au resto U, d'avoir pour les titres de transport, etc., toutes ces facilités qui peuvent être accordées à l'étudiant. Mais je veux aller plus loin, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on donne un statut à l'imam. Il faut que l'imam, lorsqu'il devient imam après sa formation, il faut qu'il ait un plan de carrière. Aujourd'hui, comme vous le savez, l'imam est quelqu'un qui dans la pratique religieuse musulmane, c'est quelqu'un qui se tient au-devant des gens qui vont prier et qui n'a pas, je dirais, de caractère professionnel. C'est quelqu'un de la communauté qui a été choisi par les siens pour pouvoir guider la prière. Mais là, aujourd'hui, en France, nous avons besoin d'avoir des imams professionnels. Donc, c'est ce que je suis en train de faire au niveau de la Grande Mosquée de Paris, avec cet institut de formation, et puis par la suite, Inch'Allah, on pourra véritablement constituer un plan de carrière pour les imams, pour leur permettre d'avoir une assurance, qu'ils savent que s'ils s'inscrivent dans cette dynamique, ils pourront un jour travailler comme imam et puis accéder à des promotions qui leur permettent véritablement de mener leur carrière tout à fait sereinement et normalement. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vous adresse ma toute dernière question sur vos projets dans les jours à venir. Alors, pour mes projets à venir, d'abord et avant tout, compte tenu de la situation, je suis en train de travailler avec les spécialistes au niveau de la Grande Mosquée de Paris sur la question de la vaccination des personnes âgées. Vous savez que, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de laissés pour compte. Il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des situations précaires. Et je pense notamment à ceux qui habitent dans des foyers. Ce sont des immigrés, en général seuls, qui n'ont pas vraiment d'instruction, qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de famille, et qui aujourd'hui sont, quant à la contamination, presque je ne sais pas si c'est 95% de contamination, mais en tout cas, c'est catastrophique. Donc, j'ai rencontré la maire de Paris, Anne Hidalgo, la semaine dernière, et je suis en train de voir avec elle la possibilité pour qu'à la mosquée de Paris, on puisse procéder à la vaccination de ces personnes âgées. Hier, j'ai reçu un collectif de médecins conduit par le professeur Sadr Balossif, qui est chef de service à l'hôpital Avicenne, et avec lesquels j'ai parlé sur cette possibilité technique de voir, puisque le vaccin doit être à moins 80, donc est-ce qu'on peut le transporter pour pouvoir vraiment sécuriser l'opération
pour que nous puissions aider les autorités dans dans ce programme de vaccination qui est capital, parce que, vous l'aviez dit tout à l'heure, Sitoile Biya, c'est que en islam, nous avons une obligation en tant que musulmans à la fois de protéger notre propre vie, de préserver notre santé, mais de préserver également celle des autres. Parce que nous sommes dans une société humaine où nous devons absolument à la fois faire attention à nous et faire attention aux autres. Si nous pouvons aider en tant que mosquée, en tant qu'institution religieuse, celles et ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui se faire vacciner. Donc, à partir du 18 janvier, les personnes âgées de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner, nous allons essayer de faire en sorte d'avoir un poste fixe à la mosquée de Paris pour pouvoir faire ces opérations. Donc, vous voyez que à la tête de la mosquée de Paris, on est obligé à la fois de faire face à l'urgence, de faire face aux priorités qui se posent à nous, mais en même temps, j'ai un grand projet éditorial. J'ai signé un accord avant la fin de l'année dernière avec un éditeur pour lancer plusieurs types de livres pour enfants, pour l'initiation à la pratique religieuse musulmane. Mais en même temps, comme vous le savez, je suis en train de créer une école qui va permettre à la fois une école bilingue, français, arabe et amazigh, qui permettra aux jeunes de mieux connaître leur langue, la langue de leurs parents, la langue de leurs ancêtres, mais en même temps d'avoir une formation religieuse. Donc, je suis en train de travailler sur une formation religieuse qui permettra aux jeunes qui suivront donc les cours dans cette école que j'aurai constituée. En principe, les premières classes seront ouvertes à la rentrée prochaine. C'est un projet ambitieux qui nécessite énormément d'aide et j'espère pouvoir y arriver. Monsieur le recteur, je vous remercie infiniment. Je vous laisse la parole pour conclure cette discussion. D'abord, comme je vous l'ai dit, je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à travers votre média. Ce que je voudrais dire, c'est que après un an à la tête de la mosquée de Paris, je suis extrêmement fier d'avoir été choisi comme recteur de la Grande Mosquée de Paris parce que c'est un travail exceptionnel dans la vie d'un homme, parce que la mission, elle est passionnante, exaltante, et que vous touchez du doigt les vraies problématiques auxquelles les musulmans sont confrontés. Ce que je voudrais également réussir dans mes fonctions de recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est de faire en sorte que les musulmans de France soient aujourd'hui des citoyens totalement intégrés dans la société française à travers un islam apaisé, à travers un islam qu'on appelle républicain, mais en tout cas, moi, que j'appelle l'islam authentique, l'islam de nos ancêtres, qui fait que notre religion ne peut pas être un frein à notre vie sociale, mais au contraire, parce que nous avons vu que l'islam, qui préconise la solidarité, qui préconise la fraternité et donne une humanité exceptionnelle dont on a besoin. Nous savons aujourd'hui que nous vivons une crise exceptionnelle qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'événement le plus crucial pour notre société contemporaine. Et je crois que ce côté humain, ce côté de fraternité, de solidarité qui est préconisé par l'islam ne peut être qu'un plus pour la société dans laquelle nous vivons. Et j'espère que nous pourrons montrer que les musulmans de France sont à la hauteur de l'enjeu qui est aujourd'hui demandé à ces musulmans. On arrive à la fin de cette édition. Je tiens à remercier infiniment Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Maître Shamsuddin Hafiz, de sa présence avec nous aujourd'hui. Je remercie également nos chers internautes qui nous suivent en première sur YouTube et sur les réseaux sociaux de la Grande Mosquée de Paris. Je vous remercie tous et sans oublier notre ami
et collègue Guillaume Soulou qui est à la mise en scène de cette émission. Je vous remercie tous et je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 19h du soir, heure de Paris, avec deux imams de la Grande Mosquée de Paris pour répondre à la question suivante: comment lire le Coran aujourd'hui? N'hésitez pas à poser vos questions sur Facebook, Twitter et Instagram de la Grande Mosquée de Paris. Je vous laisse avec cet extrait de la visite de l'archevêque d'Alger, Monseigneur Henri Tessier, qui a lieu septembre dernier à la Mosquée de Paris dans le cadre des Mercredis du Savoir. Son visite s'est tenue 2 mois juste avant sa mort. Bonne soirée et à très bientôt. Bonsoir. Je voudrais dire quelle a été mon émotion à cette période où tous les Algériens étaient menacés par les violences qui avaient sévi dans le pays, mais où les étrangers étaient encore plus menacés, que les responsables chrétiens étaient davantage encore. J'ai été profondément ému de voir que chacun restait à sa place. On a parlé des 7 moines de Tibarit qui ont été victimes de la violence, comme si c'était leur épreuve à eux, mais c'était l'épreuve de tout le peuple algérien qui traversait cette difficulté. Et par conséquent, ils ont décidé librement de rester en disant: nous, on pourrait partir, mais nos voisins ne peuvent pas partir. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après leur mort. Les voisins du village sont partis pendant 2 jours. Ils sont partis à Média, qui est la ville voisine. Après, ils ont dit: mais nous, on a nos chambres, on a nos bêtes, mais ils sont revenus. Alors, on leur a dit: mais si nous revenons, est-ce que ça ne va pas de nouveau attirer des dangers sur votre village? Ils nous ont répondu: écoutez, les dangers sont là. Mais si vous êtes là avec nous, on les vit avec espoir. Sinon, on perd notre espoir. Voilà de quoi il s'agissait. Eh bien, je suis très reconnaissant à Monseigneur Duval de nous avoir engagés dans cette histoire. Être une petite église chrétienne dans une société qui a sa tradition, qui a ses convictions religieuses, qui a son histoire propre, et chercher, avec tous ceux qui l'acceptent, à construire l'avenir.